Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la critique du dernier Christopher Nolan, Oppenheimer. Je vais faire une partie sans spoiler dans cette vidéo et après je ferai une partie spoiler. Je suis sorti de la salle il y a une trentaine de minutes on va dire et je vais donc vous faire vraiment une critique à chaud, plus qu'à chaud, des fois je dors dessus etc. Mais là je pense que ça mérite d'être fait tant que c'est chaud comme on dit, tant que le fer il est chaud. Parce que j'arriverai peut-être même pas demain, avec le recul, etc., à vous faire ressentir ce que j'ai ressenti pour ce film. Euh, Christopher Nolan, qu'on le dise tout de suite, a fait son chef-d'œuvre. Son troisième, pour moi, son troisième chef-d'œuvre, après Le Dark Knight et Interstellar, que j'ai revu cette semaine d'ailleurs. Je me suis refait Interstellar juste pour le plaisir de me le refaire. Quelle claque d'ailleurs. Et là, je me suis assis pendant plus de 3 heures pour regarder Oppenheimer, donc la vie. D'ailleurs, il n'y a pas toute la vie, il y a une partie de la vie d'Oppenheimer, donc le créateur et le directeur du projet Manhattan, qui a vu l'élaboration de la première bombe atomique dans l'histoire de l'humanité, qui a été utilisée à Hiroshima et Nagasaki sur le Japon. Et donc, on voit l'histoire de ce scientifique qui passe son temps à essayer d'abord d'être enseignant, et puis ensuite d'être un chercheur, et puis ensuite d'être un créateur, etc. etc. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que ce film, cette création, m'a énormément fait penser, surtout dans la dernière partie en fait, à une série que j'ai adorée. La dernière fois que j'ai pris une grosse claque dans une série, d'ailleurs, c'était celle-là. C'est la série Tchernobyl. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, Tchernobyl. Je vais pas spoil, parce que de toute façon, il y a rien à spoiler. Hein, il y a rien à spoiler dans l'absolu, parce que il y a une centrale qui a explosé. Je crois que vous êtes au courant. La narration de Tchernobyl est la même que celle de Oppenheimer. Je m'explique. Dans Tchernobyl, vous avez 3 temps. Le premier, c'est un temps sur les hommes. La deuxième, c'est sur le deuxième temps, c'est sur le projet. Et le troisième temps, c'est sur le procès. Dans Oppenheimer, c'est pareil. Tu as d'abord l'homme, et puis ensuite, parce que là je pourrais dire les hommes, mais c'est surtout centré sur Oppenheimer, mais on pourrait se parler des autres scientifiques qui sont autour de lui, mais en tout cas c'est un homme. Ensuite c'est le projet, et ensuite, je dirais même, c'est le projet, et ensuite le procès. Dans Tchernobyl par exemple, vous avez au début la catastrophe, c'est-à-dire les hommes vivant la catastrophe, donc l'homme. Puis ensuite, comment essayer de réparer le problème, donc le projet. Et enfin, le procès de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc. etc. C'est exactement la même structure. Ce que j'avais adoré d'ailleurs dans Tchernobyl, parce que j'ai trouvé que ça ne s'essoufflait pas, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, alors que voilà, après la catastrophe, on peut dire que voilà, le premier épisode est absolument incroyable, et puis après la suite, on se dit peut-être que ça sera moins bien, et absolument pas, parce que le projet est fascinant à suivre. Les échecs successifs, les choses qu'il tente, les coups de moins bien, parfois des regrets, parfois plein de choses, etc. Bon, c'est un vrai beau boulot. J'adore Tchernobyl, je l'ai déjà vu au moins 6 fois et j'en suis très fan. Et ben, j'ai eu le même effet quand je suis allé voir Oppenheimer. De façon extrêmement différente, mais j'ai eu le même effet. Parce que Oppenheimer, il n'y a pas la même catastrophe, parce qu'il y a juste une explosion par définition, hein, l'explosion qu'on attend. En plus, c'est un peu comme dans Tchernobyl, ils avaient fait ce choix, c'est-à-dire que l'explosion commence par ça. C'est-à-dire qu'on commence par l'explosion, et puis après, grâce au procès, on remonte dans le temps. Là, c'est pas ce qui a été choisi, on fait vraiment dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on arrive, le mec, il est dans une université, il bosse tranquille, etc. Et on l'emmène jusqu'à le projet Manhattan et la conclusion de ce projet, et également les suites et les conclusions de ce projet. Ce qui en fait un film magique, magnifique, extraordinaire. Peut-être l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis longtemps. C'est certainement le meilleur film de l'année. Je n'ai pas vu Barbie qui est proposé le même jour. D'ailleurs, dans mon cinéma, il y avait énormément de gens qui sont allés voir Barbie et moi, ma salle n'était pas pleine pour Oppenheimer. C'est sûr, si vous êtes avec votre petite amie, vous voulez passer, je pense, un moment sympathique, à manger du popcorn, etc., je pense que effectivement, vous allez choisir Barbie et que j'ai pas encore vu. Hein, donc je n'en dis ni du bien ni du mal, je ne l'ai pas vu. Je le verrai ce week-end très probablement. Alors que si vous allez voir Oppenheimer, c'est un film qui, déjà c'est 3 heures et c'est un film beaucoup moins basé sur un divertissement. On s'attend pas à se fendre la poire probablement quoi. C'est pas le but. En fait, je n'ai pas encore vu Barbie. Et je suis certain qu'il y aura absolument rien dans ce film qui sera capable de m'emmener aussi loin, aussi proprement
que ce qui a été fait dans Oppenheimer. Nolan a encore prouvé une nouvelle fois qu'il il est exceptionnel. Visuellement, le film est une merveille. Il y a des passages en noir et blanc qui sont magiques. L'explosion en elle-même est absolument saisissante. Alors, il avait prévenu qu'elle serait vraiment incroyable. Ceci étant, vu qu'on en avait tellement fait un foin qu'en fait tu te dis ah ouais c'est ça. Et puis en fait tu te rends compte que l'explosion c'est cool hein. C'est cool, c'est comme l'explosion de l'hôpital dans le Dark Knight, etc. C'est cool parce qu'en plus ça a été réalisé en vrai, etc. Bon peu importe. Mais c'est quand même pas l'alpha et l'oméga du film, quoi. Tu vois, c'est une partie du film qui est courte. Tu te déplaces pas juste pour voir ça. Tu te déplaces parce que tu vas voir du cinéma. Et c'est du vrai, pur cinéma quand on le voit écrit comme ça. Le scénario est impeccable. Il n'y a pas de vrai temps mort. Et j'ai eu qu'une peur. Alors je vous le dis, j'ai regardé ma montre qu'une seule fois dans le film. C'est après que la bombe explose. C'est-à-dire après que la bombe, l'effet explose, c'est-à-dire que ça soit accompli. C'est le seul moment où j'ai regardé ma montre. Parce que je savais pas combien de temps il restait. Et j'avais aucune idée de combien de temps c'était passé. 1 heure et demie, 2 heures, et je regarde ma montre, c'était 2 heures et demie. Donc il restait une trentaine de minutes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont remplir avec ces 30 minutes? Et j'avais qu'une peur, c'est que la fin soit un peu, tu vois, après avoir vraiment eu cette montée en puissance, que d'un coup ça retombe. Et ben pas du tout, comme dans Tchernobyl d'ailleurs. Et ben le dernier épisode qui est sur le procès par exemple, et ben Oppenheimer qui est pas vraiment un procès, etc. Mais je veux pas spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est tout aussi intéressant, et en plus avec des choses qu'on n'avait pas encore vues dans la première partie, et que j'ai trouvé fascinant. Parlons du casting. Euh, Murphy, y a un moyen qu'il n'ait pas l'Oscar là-dessus. Il y a un moyen. Genre, il y a un univers parallèle au mien dans lequel je vis, où comme ils n'ont pas donné l'Oscar pour le Loup de Wall Street pour DiCaprio, hein, quand même, on vit sur cette terre-là, il semblerait. Enfin, ça me paraît dingue, parce que je suis sûr que dans toutes les terres parallèles, il a eu l'Oscar, et c'est la seule sur laquelle je vis où il l'a pas. Et ben là, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y aura un truc qui permettra qu'il l'ait pas. C'est un acteur qui est assez, qui a des récompenses, mais qui est assez peu récompensé. Il n'a pas eu, par exemple, des Emmy Awards pour ses performances de Shelby, etc. Enfin voilà. Là, j'espère qu'il l'aura parce qu'il fait une performance extraordinaire. Et je voulais dire un truc, c'est que y a un deuxième acteur qui ressort énormément, c'est Robert Downey Jr. J'étais très content de le revoir dans un rôle complètement différent de celui qu'il a pu tenir dans Iron Man, qu'il a tenu pendant longtemps. C'est un acteur formidable, Robert Downey Jr. Ça, n'en doutons pas. Sauf que quand il a commencé le film, j'ai été hyper déçu. Parce que, alors on le voyait dans les parties en noir et blanc, etc. Mais je trouvais que pour le faire jouer un technocrate de cette manière était un mauvais choix. Surtout mettre un acteur comme ça, alors il le mettait en plus pas mal en avant. J'étais assez déçu. Et puis, bah en fait, dans la dernière partie du film, j'ai compris pourquoi il l'avait choisi lui. Et c'était pleinement justifié parce qu'il est absolument exceptionnel. Dans les personnages qui sont vraiment très très bien réussis, il y a Leslie Groves qui est le lieutenant général interprété par Matt Damon, qui comme il avait été excellent dans Interstellar d'ailleurs aussi, comme il est excellent quand il est dirigé par Christopher Nolan, et bah là aussi il a été plus qu'à la hauteur de l'événement. Il a été génial, parfait, le parfait compagnon pour un Murphy enfin vraiment c'était parfait pour son rôle et parfait pour son jeu. Donc ça c'était excellent. Ensuite vous avez la femme d'Oppenheimer, donc Catherine, alias Katie, qui est interprétée par Emily Blunt, qui est formidable, formidable. Elle vole presque certaines scènes dans laquelle elle est avec Cillian Murphy, alors que sans déconner, réussir à se mettre à sa hauteur c'est déjà difficile, mais réussir à lui envoler c'est encore plus dur. Et pourtant elle se met au niveau et vraiment bravo, c'est extraordinaire. On a beaucoup de personnages, et notamment le personnage qui m'a le plus fasciné dans le film, c'est Einstein. Parce qu'il y a tout un propos sur Einstein qui, voilà, historiquement a eu des problèmes avec la bombe, etc., pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai trouvé qu'il avait été absolument génial. Donc il est interprété par Tom Conti, et il fait une performance géniale tout en justesse. C'est en fait, si vous vous imaginez Albert Einstein, et ben il l'interprète de la manière dont on l'imagine en fait. Voilà, donc la performance est assez formidable. Un autre qui m'a particulièrement marqué dans le film, c'est la présence de Truman, donc le président Truman qui remplace le président Roosevelt après son décès. C'est Gary Oldman qui l'interprète.
Il a une scène très courte. Cette scène est formidable. Peut-être une des meilleures scènes du film, si ce n'est la meilleure. Je l'ai trouvé, waouh, absolument à couper le souffle dans un temps très court. Ça m'a, waouh, j'ai fait, wow, comment, waouh, formidable. Je pourrais vous citer aussi Rami Malek aussi, qui interprète le personnage de David Hill, qui est super, qui s'en sort extrêmement bien et qui est très juste, très bien. Voilà, je pourrais vous en citer plein parce que honnêtement, tout le casting a été extrêmement bien dirigé dans ce film et a su donner son meilleur. On sait que c'est un film qui a eu un gros budget et qui a été tourné dans un temps relativement restreint par rapport au budget que ça demande. Et ben en fait c'est parce qu'ils ont été diablement efficaces. Les séquences s'enchaînent extrêmement bien, le rythme est fabuleux et parfait, et le jeu des comédiens est sublimé par la musique et la mise en scène de Christopher Nolan. C'est du pur cinéma comme on aime. J'adore les films historiques depuis toujours. Et des films comme ça, qui ont vocation à suivre un personnage, qui a un projet qui mène jusqu'à sa conclusion. Ça peut être des récits historiques ou pas. C'est comme par exemple À la recherche du bonheur avec Will Smith, qui est un film que j'adore, avec un personnage qui est un personnage qui a vraiment existé, qui commence presque en tant que mec qui a tout raté, etc. et qui finit dans trader, etc. Enfin, qui finit au sommet. Et ce film est formidable parce que c'est son parcours qui compte plus que son aboutissement, même si j'étais très heureux de l'aboutissement. Là, c'est un peu le cas parce que, en fait, on se doute bien que le projet a réussi puisqu'on vit dans ce monde-là. Et donc le projet en lui-même, ce qui est fascinant, c'est de les voir échanger, c'est de les voir parler, c'est de les voir faire des théories, faire des projections, se rendre compte aussi du risque de créer une bombe atomique, d'être là pour la première. Parce que quand vous menez par exemple une mission spatiale, par exemple, comme on fera plus tard, on se posera la question de est-ce qu'on envoie un homme sur l'espace, etc., un homme sur la Lune, est-ce qu'il va marcher, etc. Si ça échoue, bon bah voilà, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. C'est triste parce que l'homme n'exporte pas le monde, etc., enfin pas l'univers, etc. Mais globalement, il n'y a pas d'enjeu, il y a des enjeux scientifiques, techniques, etc. Là, c'est un enjeu, on est dans une période dans laquelle, voilà, il y a les Secondes Guerres mondiales, et même après, le début de la guerre froide. D'ailleurs, j'aurais des remarques à faire sur la guerre froide, je vous en reparlerai juste après, parce que pour moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas totalement d'accord, mais on en reparlera. Là, je parle vraiment historiquement parlant. Vous savez, je suis professeur d'histoire, et donc il y a des choses, j'aimerais revenir dessus, parce qu'il y a des choses qui m'interpellent. Mais si j'enlève ça, je trouve que le film est formidable. C'est une vraie claque, parce que le voir travailler avec tous ces scientifiques qui ont des positions différentes, où il y a des gens qui sont d'accord, puis pas d'accord, etc. Le voir rencontrer sa femme, le voir avoir des moments de moins bien, avoir des moments d'émotion, des vrais moments d'émotion. C'est un personnage auquel on s'attache énormément, même s'il est en train de faire quelque chose qu'on peut apprécier ou pas apprécier. Hein, voilà. D'ailleurs, le film nous fait bien comprendre ça. C'est est-ce que véritablement cette bombe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on est juste dans le progrès scientifique et puis après advienne que pourra. J'ai envie de dire, c'est pas nous qui gérons, etc. Il y a des positions qui se confrontent. Voilà, qu'est-ce qu'on fait au Japon, c'est plus facile de justifier. En fait, au tout début du projet, c'est plus facile de justifier quand tu risques ou quand tu veux utiliser cette bombe, parce que tu veux l'avoir avant que potentiellement le leader de l'Allemagne l'ait, tu vois. Parce que si jamais c'est lui qui l'a, eh ben le monde là peut être plongé dans un monde dans lequel on n'a pas envie d'être. Donc forcément, en plus surtout qu'Oppenheimer est juif, il le rappellera dans le film. Et là, c'est très facile d'avoir le méchant incarné qui est Hitler, donc forcément c'est très rapide. Tu vois, il y a vraiment si jamais on a cette bombe et que l'autre n'a pas, bah c'est tant mieux, Alors que par contre, avec la Russie, là, c'est un cas, ça reste des gens qui sont très différents. Oui, ok, il y a la dictature, il y a machin, il y a des comparaisons, etc. Certes, mais ça reste deux modèles de superpuissance, deux modèles d'impérialisme, etc., qui vont se confronter pendant la guerre froide. Et je trouve que ça a été extrêmement bien fait. Et le passage sur Truman, je reviens dessus, mais il m'a absolument sidéré. Mais ça m'a cloué au fond de mon siège tellement c'était incroyable. Quelle performance, mais de tous, hein. La performance dure 3 minutes. Oh, formidable. Aussi, il y a eu certaines interventions de Einstein, certaines interventions de certains autres scientifiques qui discutent avec Murphy, qui sont vraiment très très bonnes. Et Oppenheimer s'en sort extrêmement bien. J'ai adoré son surnom Opie, qui m'a toujours fait penser au Sons of Anarchy tout le long du programme. Mais ça, c'est parce que je suis en train de me refaire la série en ce moment. Et la musique est formidable. Et je pense que sincèrement, c'est son chef-d'œuvre. C'est un film d'un génie. Alors,
Je le savais déjà parce que moi je suis un immense fan du cinéma de Christopher Nolan. Je trouve que même s'il n'y a pas que des perfections, j'étais allé voir Tenet notamment, et je me souviens que Tenet j'avais eu beaucoup de mal parce que j'avais eu du mal avec le bruit, vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans une critique. Par contre le film était très intéressant. J'avais moins aimé Dunkerque parce qu'il y a des choses sur lesquelles je j'accroche pas, mais c'est comme ça. Mais Inception j'avais beaucoup aimé, enfin bon, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans sa filmographie. Je trouve que c'est un homme qui a un style, et là honnêtement si c'est la perfection de son style ça m'étonnerait pas parce que c'est absolument formidable. On va passer en partie spoiler de la vidéo maintenant. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir, foncez le voir, c'est un film qui mérite de faire un succès au box-office. En ce moment, il y a eu beaucoup de films qui se sont plantés, hein. Quand vous regardez, le dernier Indiana Jones s'est planté, certains Marvel, certains DC se sont plantés, etc. À tort ou à raison par rapport... voilà, là honnêtement, c'est un film qui mérite pas de se planter. C'est un film qui est formidable, c'est un film qu'on mérite d'encourager. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins allez voir, au moins par curiosité. Allez voir ce que Christopher Nolan a pondu. En plus, c'est 3 heures, donc tu te dis que ton billet il est quand même rentabilisé. Hein, 3h, 3h03, 3h7, un truc comme ça. Donc ça vaut le coup. Et je vous le recommande, mais plus que vivement, vous l'avez compris. Je suis passé par toutes les émotions. J'étais, mais waouh, je suis encore un peu sous le choc tellement ce film m'a coulé au fond de mon siège. C'était formidable. On va passer en partie spoiler. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Je vous attends en espace commentaire. Et maintenant, on passe en partie spoiler. On passe maintenant en partie spoiler de la vidéo, et donc si vous n'avez pas vu le film, allez-vous-en parce que je vais tout spoiler, même si, comme je l'ai dit, je sais pas si c'est un film qui se spoil en fait. Parce que le projet, on sait ce que ça va mener, comme je faisais ma comparaison avec Tchernobyl tout à l'heure, tu sais que la centrale a explosé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il commence par la centrale, et tu sais que on construit un sarcophage, enfin, si tu as un petit peu de culture, tu sais. Là c'est un peu pareil, tu sais que le projet il va aller au bout de toute façon, il n'y a pas moyen, voilà. Donc en fait c'est pas l'enjeu c'est pas le projet. L'enjeu c'est qu'est-ce qui a mené à que on choisisse cet homme, alors, c'est pour ça que je vous expliquais, il y a vraiment 3 temps dans la narration. D'abord, il y a l'homme, comme je vous expliquais avec Tchernobyl. Il y a l'homme. L'homme, c'est un homme complexe, parce que c'est un homme qui fraye avec des communistes voilà, au tout début de sa vie, qui est un homme qui veut s'engager politiquement, mais pas totalement, qui est plutôt j'allais dire un érudit, ou en tout cas un homme qui aime lire, qui aime apprendre des choses. Peu importe d'ailleurs que ça soit bien vu ou mal vu ce qu'il apprend, il apprend. Et puis après, il jugera par la suite de si c'est bien ou pas. Ce qui est extrêmement d'ailleurs un parallèle qui peut être fait avec la bombe. C'est est-ce que la connaissance de réussir à faire cet exploit, de créer cette bombe, et c'est valeureux, c'est beau, c'est formidable parce que tu as résolu un problème scientifique, pardon. Mais inversement, par contre, ce que tu vas en faire, c'est ça qui est dangereux. C'est un peu comme une idéologie politique. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une réplique formidable où il dit qu'il a lu un livre, Murphy, ouais, il précise ça, donc Oppenheimer, j'ai lu un livre, et il parle voilà, de l'idéologie communiste, et l'autre lui répond, sa future femme d'ailleurs lui répond, non c'est pas sa future femme d'ailleurs, c'est son amante, qui lui dit, tu te trompes, peut-être que la traduction est pas bonne, etc., etc., mais en tout cas ce qui compte c'est la mise en œuvre des idées, c'est pas les mots en eux-mêmes. Et c'est très très marquant par rapport à la période, puisque par exemple, là, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a écrit un livre qui s'est retrouvé être un best-seller par la suite, mais qui était un échec au tout début, et qui voilà, tout le monde n'a pas vu les dangers qu'il y avait dans ce livre. Par contre, quand ils ont été mis en œuvre et mis en place, là, c'est ce qu'ils en ont fait. Donc en fait, ce qui compte, c'est vraiment les actes par rapport plus à de la réflexion philosophique. Et c'est là qu'on voit que pour lui, le communisme, c'est plutôt une philosophie, c'est pas une politique, c'est une philosophie. Et sauf que par contre, à un moment, ça va devenir un mouvement politique, ça va devenir plus qu'un mouvement politique, etc. Et ça va demander de se positionner soit du côté américain, soit du côté russe, avec le développement du communisme en URSS. Et ça va le poser des problèmes plus tard. Et quand le lieutenant général Leslie Groves vient le voir, et il connaît ces informations, mais il décide de le choisir quand même. D'ailleurs, j'ai adoré cette réplique quand il lui dit vous avez déjà mon dossier, vous savez déjà qui je suis, et pourtant vous êtes là. Ça veut dire qu'en fait, il a tout de suite compris déjà que, c'est-à-dire que s'il est venu malgré ce qu'il venait de lui déclarer sur le communisme, etc., et en vrai, il y a probablement des bonnes raisons pour lesquelles il est venu. C'est que soit il est le meilleur, soit ils ont vraiment besoin de lui. Enfin voilà, en tout cas, il y a une vraie raison de le choisir. Et je trouvais que c'était très bien vu. Et par contre, je voudrais revenir donc sur le communisme. Alors, parce que je trouve que le film a une façon, dans l'histoire, de nous dépeindre une guerre froide avant la guerre froide, parfois. L'URSS et les États-Unis, ils n'étaient pas autant en détestation avant la Seconde Guerre mondiale,
ça a vraiment démarré après, après Yalta, mais même après certaines autres conférences qui ont démarré. Parce que quand Truman est élu président des États-Unis après la mort de son prédécesseur Roosevelt, qui a mené la guerre, il y avait 3 géants de Yalta. On va exclure le général de Gaulle parce que c'est un cas particulier. Tu avais Winston Churchill, il y avait Roosevelt et il y avait Joseph Staline. 3 personnages. Le premier, il va mourir très très vite. L'Américain, il va mourir très vite parce que il était déjà très très malade, etc., etc. Il se déplaçait en fauteuil roulant. Enfin, il y a plein de choses dessus. Bon, il est exclu du sujet. Il y a un nouveau qui le remplace. Est-ce qu'il sera à la hauteur ou pas? Truman va se révéler être à la hauteur de l'événement. Puisque quand il va rencontrer Staline se dit peut-être qu'il va pouvoir le manipuler comme il le veut. Pas du tout. Il y a plein de documentaires là-dessus. Je vous encourage à aller les voir. Et il reste celui qui pouvait être un peu le pont entre les deux, hein, c'est-à-dire Churchill. Sauf que Churchill, il va perdre les élections en Angleterre. Il va pas gagner. Et d'ailleurs, Staline dira plus ou moins, enfin, il en reviendra pas en fait quand aura le nouveau qui viendra se mettre à la table. Il en reviendra pas parce que pour lui, en fait, il comprend pas. C'est-à-dire comment on peut perdre une élection parce que pour lui, les élections sont imperdables. Tu vois, il gagne avec des 98% des voix. Enfin, il comprend pas. Il dit, si jamais Churchill était quelqu'un d'intelligent, il perd pas. Tu vois, et si, parce que c'est un vrai vote quoi. Et donc Churchill perd. Et quand donc Churchill est exclu de l'équation, et il reste donc Staline. Staline qui est donc le dernier des géants de Yalta, etc. Et pendant une période, Staline n'est pas vu comme le méchant ultime. C'est quelqu'un qui a pris Berlin, c'est quelqu'un qui était l'allié des États-Unis pour faire tomber la grande machine allemande. Il n'est pas vu comme quelqu'un de forcément méchant. Et puis ce qui va tout changer, c'est quand Churchill, toujours lui, vient aux États-Unis. Je parle pour l'opinion publique, hein. Je parle pas forcément pour la politique, je parle pour l'opinion publique. Quand il va venir aux États-Unis et qu'il va faire ce fameux discours sur le rideau de fer qui est plongé, qui divise l'Europe, etc., etc. Et là, l'opinion va vraiment se retourner, etc., etc. Et tout ça, tout ce que je viens de vous dire, en fait, des fois, on a l'impression que y a déjà un propos anticommuniste avant même qu'on arrive vraiment dans la période où il y a cet anticommunisme majeur. D'ailleurs, Truman, lorsqu'il va lors d'une des réunions des 3 géants comme ça là, il attend de savoir si la bombe a explosé. Et il reçoit donc le fameux télégramme dont on n'a pas eu la consistance, mais qui est de dire le petit garçon je sais plus comment c'est marqué, mais je crois le petit garçon a bien mangé, et parce que c'est un message codé évidemment, et la lueur se voyait depuis, et ça précise voilà si l'opération a été réussie, à quel point elle était puissante. Et ça va lui donner encore plus d'aisance pour pouvoir discuter avec Staline, qui à ce moment-là n'a pas la bombe. On l'a vu dans le film parce que ils ont des informations qui leur disent qu'ils ne sont pas du tout sur la bonne voie, qu'ils ne sont pas du tout dans le bon sens et qu'ils y sont pas du tout. Par contre, par exemple, ils n'ont pas développé un truc qui aurait quand même été important, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, il y a certains scientifiques allemands qui ont participé à des choses extrêmement terribles, qui ont été récupérés par les États-Unis. Et ça, c'est pas marqué dans le film. Ça se voit pas. Alors que ça aurait pu, parce que je pense qu'honnêtement, ça aurait dû être présent. À un moment, ils auraient dû le préciser, parce que je pense que ça aurait eu un intérêt. Parce que, en fait, ils ont fait passer Oppenheimer pour une saloperie, parce que il serait communiste, etc. C'est ce qu'on voit dans la dernière partie, le procès. En fait, il a des tendances communistes, peut-être. Bon, le résultat du procès, c'est non, il n'est pas communiste, mais on peut plus lui faire confiance parce qu'il a trop d'amis douteux. Voilà, on résume la pensée. Et question amis douteux, il y avait des gens qu'on a récupérés aux États-Unis qui étaient engagés dans un parti il n'y a pas si longtemps, dont le but c'était de tuer des gens de façon massive. Et on les a pas vus les sortir les fourches et voilà, de cette manière-là. Voire même, il y a eu, par exemple, il y a eu travaux nombreux qui ont permis de voir quelles ont été l'implication de certains dans certains sujets, etc. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire que ça aurait très bien pu être évoqué dans le sujet parce que je trouve que ce parallèle-là avec le fait qu'il soit condamné d'une certaine manière à la fin du film pour qu'on dise stop, terminé, c'est fini pour lui, il n'est plus en odeur de sainteté, et que ça soit un complot. Et c'est là où je voulais en venir, et je raccroche mes wagons. C'est le Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., il a interprété un personnage au tout début, qu'on le voit. Alors j'ai adoré le fait qu'il y ait une phrase d'Albert Einstein qui soit laissée en suspens et qu'on découvre à la fin qu'en fait ils n'ont pas du tout parlé d'un truc qui concernait Robert Downey Jr., qui concernait donc le personnage de Lévi-Strauss. Pas du tout. C'était en fait une phrase qui parlait plutôt de la communauté scientifique, etc. Comment ces travaux, la pérennité des travaux, etc., etc. Bref.
J'ai trouvé cette scène fabuleuse et j'ai trouvé que ce fil rouge m'a tenu en haleine et c'est excellent parce que, comme je vous le disais, le risque c'est qu'après la bombe, eh ben, il restait 30 minutes et que le truc fasse pouf, tu vois, que ça tombe. Et c'est pas le cas. Alors, il y a quand même, tu vois, il y a une petite retombée parce que forcément, bah, c'est cet aboutissement avec ce plan incroyable de l'explosion, qui est une vraie explosion d'ailleurs, qui est formidable. J'ai adoré le travail du son notamment. La scène où dans lequel vous avez la peau des gens comme ça là, qui se désagrège lorsqu'il fait un discours avec la poussière, machin. Enfin, ça c'est magnifique, c'est du pur Christopher Nolan. Félicitations, c'est incroyable. Je vous ai parlé du rendez-vous avec Truman où il va le voir et il lui dit voilà, bah, vous êtes l'homme parce qu'il fait la couverture du Time, etc. Et il lui dit ne vous appropriez pas la bombe, c'est moi qui l'ai larguée. Et tu sais, en gros, je reprends le bébé. C'est-à-dire que je reprends, c'est moi le patron, et qu'en vrai, toi, dans les livres d'histoire, bah, tu resteras celui qui l'a créé, mais par contre, celui qui l'a envoyé, c'est moi. Et la scène n'a que ça, il n'y a rien d'autre. La violence, le truc, parce que bah, la politique américaine, surtout la politique américaine plus que d'autres, c'est vraiment un univers de requins. Hein. C'est pas le meilleur hein, qui gagne dans les présidents des États-Unis. Hein. C'est les gens qui ont les plus de relations, qui ont la meilleure façon de manœuvrer pour pouvoir gagner. On peut dépenser sans compter, on peut machin. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est une politique très très différente. Si on compare avec celle de la France, c'est assez différent. Il y a des similitudes, mais c'est assez différent. Parce qu'il y a quand même le côté, voilà, on choisit un homme, une femme, quelqu'un qui voilà, va présider à la destinée d'un pays, etc. Bon, peu importe. Et j'ai trouvé que là, cette façon une froideur, mais Gary Oldman, il l'a interprété, mais waouh, incroyable, incroyable. Je suis sorti de là, j'étais fou. Tout le travail sur sa femme est formidable, dans ses relations avec lui, quand il la trompe, avec donc son amante, avec lequel il aurait aimé se mettre, mais voilà, elle est plutôt avec son frère, en plus elle est communiste, il y a plein de raisons pour pas se mettre avec elle, donc il se met plutôt dans un mariage raisonnable. Ça fait écho avec elle qui nous dit aussi à un moment, elle rencontre il rencontre un autre personnage qui te dit plus ou moins que bah, quand on fait un mariage, des fois c'est pas toujours pour les bonnes raisons, mais ça peut être pour l'idée qu'on tombe sur une personne qui est gentille, qui est bien, qui ne va pas t'apporter de malheur et qui est bon pour tout ce que tu veux faire. Est-ce que c'est vraiment l'amour fou? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est le cas. En tout cas c'est la bonne personne. C'est la bonne personne pour ce moment-là. Et bah c'est exactement la femme sur laquelle il va tomber parce que c'est la bonne personne pour l'accompagner dans son projet. Elle va le soutenir, elle va lui faire des remarques, elle a un super rôle. Franchement, Emily Blunt, elle s'en sort admirablement bien. Elle pourrait peut-être gagner un Oscar d'ailleurs. C'est pas du tout interdit. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Tout le film, comme je vous le disais, il se passe en 3 temps, pardon. La première partie, donc quand il rencontre plein de scientifiques, c'était formidable. La rencontre avec Einstein notamment était formidable, mais la rencontre avec tous les autres scientifiques qui vont parsemer sa vie, donc il rencontre des communistes qui sont scientifiques également, etc. Il veut monter un syndicat, enfin, j'ai trouvé que c'était super. Alors, ça prend du temps, peut-être qu'effectivement, on aurait peut-être pu accélérer cette partie-là pour pas faire un film de 3 heures, mais plutôt un film de 2 heures et demie. Mais j'ai trouvé ça intéressant, surtout vu que la fin est vraiment le procès de ça, on revient sur son côté communiste, etc. Je comprends qu'on y prenne du temps. Si jamais ce procès-là avait été expédié dans la dernière partie, tu te dis que par contre, là, ça n'aurait pas d'intérêt. Ça n'aurait pas d'intérêt d'y avoir traîné autant. Mais là, ça a de l'intérêt, parce qu'on comprend, voilà, un petit peu comment il en est arrivé là. Comme je vous expliquais, par exemple, quand il fait des réflexions sur le communisme, il vous explique, voilà, que pour lui, c'est vraiment de la culture. C'est de la culture. Voilà, avec un grand C, c'est j'ai appris des choses. Point. C'est un peu comme si quelqu'un te disait, moi j'ai lu Karl Marx, j'ai lu, je sais pas moi, la biographie d'un tyran qui vous voulez d'une autre époque, un dignitaire romain ou j'en sais rien, et qui te disent, voilà, moi je l'ai lu mais pour ma culture, je l'ai pas lu parce que j'ai envie de refaire pareil, quoi, tu vois. Voilà. Ou de l'appliquer potentiellement dans une vie politique ou autre. Il dit juste, tu sais, des choses qui sont des choses essentielles. Il te dit, par exemple, je voudrais que le monde soit plus juste. D'ailleurs, l'œuvre qu'il va faire, il va passer tout son temps à expliquer que la bombe, il espère que quand elle aura sauté, elle va pacifier le monde. On voit que c'est pas totalement vrai hein, aujourd'hui, mais en tout cas c'est vrai. Il y a quand même, on n'a plus de guerre mondiale de cette manière-là, même si ça peut se discuter avec ce qu'on voit actuellement en Ukraine. Mais parenthèse refermée. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Et la conclusion de fin avec, en fait, on se rend compte que le mec, c'était prévu parce c'est ce qu'il disait Einstein, c'est qu'un jour les gens se retourneront contre vous, etc., etc. Il faut que vous prévoyez un peu le coup et que quand les gens viennent vous serrer la main pour vous récompenser, c'est en fait eux-mêmes à qui ils serrent la main. J'ai trouvé que c'était sublime. Ah, pour moi, c'est la plus belle réflexion philosophique que j'ai vue sur un film depuis longtemps. C'est incroyable. Ça rappelle des réflexions un peu philo d'Interstellar, mais cette façon de dire, en gros, quand ils viennent te serrer la main, ça veut dire en même temps, je t'ai pris, on a gagné, mais j'ai gagné. Je te rends hommage, mais maintenant, voilà, je suis devenu quelqu'un. Enfin, c'était passionnant. Le procès est passionnant.
avec ce double procès et tout, qui t'emmène, qui te ramène, qui te reporte, qui te reprend, pam, 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 tu vois pas le temps passer, c'est 30 minutes, mais elles m'ont paru, je me disais vraiment, mais je me suis dit, ça se trouve, ça va traîner, mais pas du tout, pam, c'était formidable, avec des passages en noir et blanc, des passages où on revient, enfin, le retour d'Albert Einstein dans la conclusion, où il lui dit, si jamais ce pays, voilà, ne vous est pas redevable, enfin, en tout cas, ne vous est pas reconnaissant, rien ne vous oblige à lui être fidèle, quoi, entre guillemets. Il lui pousse à la trahison. Et sauf que là, il lui répond, mais j'aime ce pays, quoi. Et tu comprends que, voilà, c'est tout ce qu'il a fait, c'était pour son pays, et qu'il n'est pas du tout un traître, enfin, ça on le savait déjà, mais ça le manifeste encore plus que c'est un vrai patriote, et qu'en fait, ce qu'il a fait, il se rend compte que c'est quelque chose qui est relativement mal. C'est-à-dire qu'il n'ose pas le dire, voilà, mais c'est quelque chose de mal qu'il a fait. Sauf que c'est quelque chose de mal, certes, c'est quelque chose de mal. Et c'est la conclusion. C'est les hommes qui l'ont utilisé, etc. Mais il n'était pas contre. Il n'était pas contre parce qu'il pensait sincèrement qu'il fallait l'utiliser au moins une fois pour montrer ce que c'est, pour qu'on n'ait plus envie de le refaire. Parce que ça provoquerait la fin du monde, tu vois. Et ben ça, c'était très très bien fait. J'ai absolument adoré. Et on voit aussi, bah voilà, que ça on le savait déjà, hein, mais qu'il y a les scientifiques, et puis il y a les militaires, et qu'à partir d'un moment où, et la politique aussi, et que en gros il y a les scientifiques, ils ont un truc, et puis après c'est les militaires qui dirigent. Ça c'est très, on voyait beaucoup ça dans Stargate par exemple, dans une série Stargate. Moi j'ai toujours aimé cet univers où vous avez toujours à chaque fois les scientifiques ils mènent un truc, et puis après bah, c'était les militaires qui décident. C'est-à-dire qu'au bout du bout, notamment en fin de saison 1 par exemple, il y a vraiment cette critique de le docteur Elizabeth Ware prend une décision et puis hop, t'as un militaire qui arrive et qui hop, change tout, casse tout, machin, etc. Terminé, c'est moi qui décide. Et ça, c'est assez représentatif parce qu'on voit bien que même si c'est le dirigeant du projet, j'ai adoré voir la construction du lieu dans lequel ils vont construire la bombe, etc. Enfin, c'était formidable. L'explosion de la bombe est formidable. Mais on voit bien que ce film, il avait vocation à nous parler de l'arme, à nous parler des progrès scientifiques, de ce projet, et c'était formidable. Bravo. Christopher Nolan, merci d'avoir fait ça, c'était formidable, je me suis régalé, j'ai adoré, merci, c'était formidable. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, ciao.